merci encore pour cette invitation. Oui, je suis un peu désolé pour le caractère un petit peu peut-être morbide de cette session, de ce début d'après-midi, mais enfin, il y a des choses dont il faut quand même qu'on parle, c'est des choses sérieuses, donc voilà. Donc moi, je vais vous parler effectivement d'un travail qu'on a fait récemment sur le mode de décès des patients qui étaient greffés du foie dans le cadre d'amylose à transthyrétine. C'est vrai que la transplantation hépatique, ça a été le premier moyen qu'on a eu à notre disposition pour jouer sur cette cascade physiopathologique qui part de la TTR tétramérique et puis qui arrive jusqu'au fibrille amyloïde. Vous savez que la transthyrétine, c'est une protéine qui est majoritairement produite par le foie et puis après qui est circulante. Et donc, depuis les années 90, il y a eu pendant 20 ans à peu près que la transplantation hépatique qu'on a pu proposer à ces patients. Et puis, en 2011, le tafamidis a eu son AMM. Et puis voilà, maintenant, il y a une dynamique qui est extrêmement sympathique avec beaucoup de traitements qui arrivent. Ceci étant, les patients qu'on a greffés dans les années 90-2000, ils sont toujours là, on s'en occupe toujours. Et donc, c'est important de voir ce qu'ils deviennent. C'est important à plusieurs titres. D'abord parce que c'est nos patients, voilà. Et puis parce qu'ils vont développer derrière des formes de la maladie un petit peu particulières qui sont peut-être aussi le précurseur de ce qu'on verra sur les autres traitements. Alors, si on refait un petit état des lieux sur la survie après transplantation hépatique, ça c'est la courbe de survie qui a été du registre mondial de transplantation hépatique dans la polyneuropathie familiale amyloïde. C'est les Suédois qui gèrent ça. Et donc, vous voyez que quand on est sur la forme portugaise précoce classique, les résultats sont bons, voire très bons, avec plus de 80% à 10 ans de survie. Et que par contre, quand on est sur des formes mixtes où éventuellement la mutation va le mettre 30 à début plus tardif, les choses sont plus compliquées, avec un mode de décès qui est prioritairement lié aux événements cardiovasculaires. Donc, quand on a dit décès cardiovasculaire, on n'a pas forcément dit grand-chose. Donc, une des premières interrogations qu'on s'est posées, c'est qu'est-ce que ça veut dire cardiovasculaire? Qu'est-ce que ça recoupe exactement comme type d'événement? On savait déjà par plusieurs publications que l'atteinte cardiaque, elle est multimodale. Il y a la dysautonomie, il y a l'atteinte infiltrative, il y a l'atteinte électrique, et que l'ensemble de ces atteintes, il y a quand même une cohorte de publications assez concordante, l'ensemble de ces atteintes peuvent évoluer après transplantation hépatique. On avait aussi publié un certain nombre de scores qu'on connaissait, qui étaient reliés à cette atteinte cardiaque, qui pouvaient être aussi liés simplement à la mutation, au génotype des patients. Et puis, les Suédois avaient publié aussi un score basé sur le BMI modifié par l'albumine. Donc, on voulait voir un petit peu comment ces modes de décès influençaient le pronostic. Et quand on a un score, qu'est-ce qu'on prédit en fait comme mode de survie? Alors voilà, ça c'est notre courbe de survie, celle qui est en noir. Et puis, donc c'est une courbe qui est un petit peu mixte entre les formes précoces et les formes plus tardives de la maladie, telles que je vous ai montré auparavant, puisque dans notre cohorte de transplantés, on a un certain nombre de patients qui viennent de l'immigration portugaise, donc avec des formes portugaises très typiques, et puis on a des formes plus mixtes qui ont été transplantées. Et je vous ai mis à côté le registre européen des transplantés hépatiques. Donc il y a une première information à donner aux patients qui ont été transplantés ou pour lesquels on discute une transplantation hépatique, c'est que quand on transplante une amylose, a priori, on peut s'attendre à un décès, à une survie, qui est la survie des transplantés hépatiques tout venant. Donc on avait, alors il y a une petite coquille, c'est 215 patients, 84 décès à analyser, et donc on a revu là aussi l'ensemble de ces décès avec une double adjudication. Donc c'est pareil, comme l'a dit Thibault, c'est des discussions à n'en plus finir, avec de temps en temps nécessité de faire appel à une tierce partie pour départager
les deux impétrants, enfin bref. L'autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte, vous avez vu notre courbe de survie, qu'il y a une survie qui est fortement impactée dans la première année. Donc là, on a fait la dérivée première de cette courbe et on se rend compte qu'il y a un pic de décès qui est très marqué dans la première année. Et donc on s'est dit, on va aller derrière analyser cette première chose, le décès précoce, inférieur à 1 an, et le décès plus tardif, supérieur à 1 an. Alors maintenant, en regardant les causes de décès, donc, comme je vous l'ai dit, qui ont été adjudiquées par 2 observateurs indépendants, c'est-à-dire qu'on s'est repassé les dossiers sans donner la solution, on se rend compte que l'essentiel des décès est effectivement attribué à des causes cardiovasculaires. C'est le deuxième message. Nos patients, ils meurent du cœur. De quoi exactement ils meurent quand ils meurent du cœur? On a eu de l'insuffisance cardiaque, c'est la première cause de décès. On a eu des morts subites et pour rebondir un peu sur la discussion de tout à l'heure, on a eu aussi quelques décès chez des patients qui étaient appareillés avec des stimulateurs. Et puis, vous voyez, l'embolie pulmonaire, il y a eu un cas d'embolie pulmonaire grave qui a mené au décès. Ce sont des patients qui sont transplantés, donc qui sont sous immunosuppresseurs à partir de leur transplantation. Et donc, vous voyez que le fait d'être successivement transplanté expose à des complications chirurgicales. Et puis, le fait d'être sous immunosuppresseur, on a derrière des infections qui surviennent avec 2 tiers d'infections communautaires et 1 tiers d'infections opportunistes. On a groupé, alors, juste pour finir sur les causes de décès, on a ensuite de l'amylose terminale. Alors l'amylose terminale, c'est effectivement une cause un petit peu fourre-tout, mais ça recoupe les gens qui sont vraiment en fin de course de leur maladie, avec l'association d'une cachexie, de troubles cardiaques, de troubles rénaux, de troubles digestifs. Et tout ça associé fait que généralement ce sont des patients qui finissent par passer dans une optique essentiellement palliative de soins et décéder dans ce cas-là. Mais donc c'est une évolution terminale de l'amylose malgré la transplantation. On a quelques AVC, et on va voir après, qui sont essentiellement tardifs. Et puis, dans les autres causes de décès, on a eu à déplorer sur le temps tardif plusieurs cas de suicide chez des patients qui, effectivement, avaient une très longue évolution de la maladie avec une neuropathie très invalidante. On a groupé l'ensemble de ces causes-là comme étant des causes qui étaient directement reliées à l'amylose. Et puis, quant aux complications chirurgicales et aux infections, on a dit qu'éventuellement, on les a groupées sous un deuxième groupe, qu'on appelle le groupe GI. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces groupes? Parce que les variations temporelles des modes de décès dépendent énormément de la cause du décès. Il y a une intrication entre les deux. Et donc, vous voyez que les complications post-opératoires, sans surprise, elles surviennent essentiellement après l'opération. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Il y avait un événement qui arrivait, un événement déclencheur avec des conséquences très claires derrière. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les patients qui vont décéder d'infection font ces infections dans l'année ou les 2 ans qui suivent la transplantation hépatique. Et que derrière, généralement, on a une cohorte qui est assez tranquille vis-à-vis de ces événements-là. On a le cœur qui est ici. Alors, c'est faussement rassurant. On a l'impression que le cœur, ça survient au début, puis après, c'est fini. En fait, les décès cardiologiques sont tellement présents que ils sont présents tout du long. Simplement, comme il y a une médiane et un interquartile, on a l'impression que ça s'arrête et que ça débute à un moment. Vous voyez qu'après, on a des causes plus retardées, en particulier les AVC, et ça, c'est un vrai problème. Quand on est à plus de 10 ans de la maladie, on a parfois, on en parlait un petit peu hier, des atteintes leptoméningées centrales, des amyloses à transthyrétine centrale, sur lesquelles il peut y avoir des complications hémorragiques dramatiques. Alors, donc je vous ai dit, deux grands groupes de décès, précoces, tardifs, et puis ces causes reliées plutôt à l'amylose et ces causes non reliées à l'amylose. Alors derrière, on a regardé
quand on a un score pronostic, qu'est-ce qu'on prédit exactement quand on a ces types de décès-là. Ça, c'est de l'analyse univariée qu'on a fait tout d'abord sur les causes précoces et les causes tardives. Alors, on se rend compte que, vous voyez, pour prédire les événements tardifs, on a énormément de choses qui sortent. On a le cœur, alors vous avez l'ensemble des données qui ont été étudiées. Donc, vous voyez, il y a le statut neurologique, le statut cardiaque, etc. etc. Et donc, vous voyez sur la colonne de droite qu'il y avait beaucoup de choses qui sortaient de manière significative comme étant des variables associées au décès tardif. A contrario, on pourrait croire que plus on est proche, plus c'est facile. Quand on est sur le bilan préopératoire, on a moins de variables qui sont associées au décès précoce. Il y a quand même des choses qui ressortent. En particulier, vous voyez qu'un élément intéressant, par exemple, c'est la classe NYHA, qui ressort énormément quand on est sur des causes précoces et plus du tout quand on est sur les causes tardives. Donc très clairement, quand on transplante des patients qui sont symptomatiques sur le plan de l'insuffisance cardiaque, derrière, on le paye cash très vite. Et les patients qui arrivent à survivre derrière sont plus embêtés, mais très clairement, il ne faut pas faire de transplantation hépatique isolée chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque symptomatique. Alors maintenant, quand on regarde par rapport aux causes de décès, là encore, on a été assez étonné. Alors, vous voyez, quand on parle de tout le groupe de décès qui recoupe l'amylose cardiaque, l'amylose terminale, enfin les décès sur amylose terminale, on a énormément de choses qui ressortent et qui sont significatives. Par contre, sur les événements infectieux et opératoires, il n'y a pas grand-chose. Alors, il faut savoir que ce bilan, c'est le bilan préopératoire. Et c'est vrai qu'on prédit beaucoup mieux les événements par décès autour de l'opération quand on s'intéresse à l'évolution péropératoire. Mais quand on est en péropératoire, par définition, l'opération, elle a déjà été réalisée. Donc, quand on discute avec un patient de son bilan et de ses chances de survie préopératoire, finalement, il y a quand même toute une part de décès qu'on a du mal à prédire concernant les infections et les événements liés à la chirurgie. Alors, l'impact de ces événements sur la prédiction, comme je vous l'ai dit, alors sur ce graphe-là, vous avez, sur les barres, vous avez l'incidence annuelle, le pourcentage d'incidence annuelle de décès. Et donc, vous voyez que sur la première année, il y a très clairement de la casse. C'est là qu'on a le plus de décès. Et vous voyez, en parallèle, la courbe rouge, c'est les décès qui sont attribués de manière directe à une complication due à l'amylose. Et donc, vous voyez que finalement, les tout premiers décès qu'on observe ne sont pas forcément directement reliés à l'amylose. C'est les décès sur l'infection, c'est les décès post-opératoires. On a derrière fait des tranches temporelles avec ce qui s'est passé pendant la première année, pendant l'année 1 à 3, etc. etc. Donc il y a 5 tranches de décès et on a regardé les aires sous la courbe de nos différents scores pour savoir si on était bon pour prédire les événements de 0 à 1 an, de 2 à 3 ans, etc. etc. Et donc voilà comment les choses se passent. En noir, vous avez les différents points. Donc à chaque fois, c'est une aire sur la courbe de notre score clinique qui avait été déjà validé auparavant. Et donc vous voyez qu'on pourrait croire que plus on est proche de l'opération, plus c'est facile de prédire les choses. Eh bien, ce n'est pas vrai. On a plus de facilité à prédire les décès entre 3 et 5 ans qu'entre 0 et 2 ans. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à prédire ces événements-là? Parce qu'on a des décès qui sont essentiellement liés à des événements qu'on a du mal à prédire, les infections, les complications chirurgicales, alors même que les décès liés à la maladie, on continue à les prédire bien dès le post-opératoire précoce. Donc, la prédiction globale des événements qui étaient liés à l'amylose était globalement bien meilleure que la prédiction des décès toutes causes. Donc, si on veut discuter un petit peu ces résultats-là, comment est-ce qu'on peut un petit peu résumer les choses?
très clairement, quand on transplante un patient, au début, il y a un ticket d'entrée. Et ce ticket d'entrée, il y en a une partie qu'on peut éviter de payer, et puis une autre partie qui est plus difficile, dont il est plus difficile de s'affranchir. La partie dont on peut probablement s'affranchir, c'est les décès cardiaques précoces. Je vous ai dit, le profil, c'est les patients qui ont une insuffisance cardiaque symptomatique. Très clairement, ces patients-là, nous, on a arrêté de leur proposer des transplantations hépatiques isolées. Mais donc, ils correspondaient aux décès cardiaques précoces. Derrière, on a les décès qui sont dus aux infections et aux complications chirurgicales. Et donc là, c'est vraiment plus compliqué d'avoir une prédiction préopératoire de ces décès-là. Et puis enfin, on a des décès qui sont plus tardifs, sur lesquels il y a une séquence temporelle qui est aussi intéressante, avec d'abord des décès plutôt cardiologiques qui étaient liés au degré d'infiltration préopératoire et à la dysautonomie, et puis sur le plus long terme, des décès sur des AVC et sur des complications un peu plus générales. En particulier, il ne faut pas méconnaître l'accompagnement psychologique de ces patients-là. Je vous dis, on a eu à déplorer des cas de suicide. La dernière chose, c'est que là, je vous ai parlé d'analyse pronostique. À partir du moment où on était sur des scores multivariés, ce qu'il faut savoir, c'est que le génotype sort très très bien en univarié, mais à partir du moment où on est sur des scores multivariés qui incluent le phénotype, le génotype, on peut l'exclure. C'est-à-dire qu'en gros, on a des valmétrantes précoces qui ont déjà de l'atteinte cardiaque, on a des mutations qui sont mixtes mais qui n'ont pas d'atteinte cardiaque, et en fait, le pronostic, il ne dépend pas tellement de la mutation, mais il dépend vraiment de la caractérisation phénotypique de ces patients-là. Donc, on a beaucoup plus d'intérêt à faire une vraie caractérisation neurologique, cardiaque, rénale, etc., de manière approfondie avant d'opérer ces patients-là, si on veut avoir une estimation vraiment fiable de leur pronostic. Donc, en conclusion, la survie post-transplantation, elle est bonne. Hein, je vous ai dit, c'est la survie du registre européen. Elle est voire même très bonne quand on fait cette caractérisation et qu'on retient le geste pour les gens qu'on définit comme étant à haut risque. Vous avez vu qu'il y a une structure qui est vraiment très spécifique des décès, avec les complications post-opératoires, les complications infectieuses, puis les complications cardiaques, et puis enfin les complications tardives avec en particulier les AVC. Moi, je pense vraiment que c'est, outre le fait que c'est vraiment important de suivre cette cohorte-là, c'est un modèle d'évolution ralentie de la maladie, quelque part. Si on reprend un petit peu la présentation inaugurale de ce matin, c'est des patients qui ont été ensemencés avec des dépôts amyloïdes et puis qui, derrière, ont de la transthyrétine wild-type circulante et qui continuent à évoluer sous cette forme-là. Et ça a été aussi clairement démontré, y compris dans leur cœur. Et donc, c'est une nouvelle maladie à explorer, mais je pense que c'est des précurseurs. C'est-à-dire que pour les nouveaux traitements qu'on va avoir, il va y avoir ce type de questions qui vont se poser. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Des questions? À ma gauche. Merci beaucoup de cette présentation. J'avais au moins 2 interrogations. La première, tu as en partie répondu, mais c'est vrai qu'on est un peu frustré en tant que clinicien, un peu d'amont, de se dire mais comment ces patients étaient évalués? Les outils, tu nous l'as dit, ils ont beaucoup évolué. Du coup, est-ce que quand même vous avez une idée, au moment du bilan préopératoire, qu'est-ce que vous aviez fait comme exploration, notamment cardiaque, pour screener ces patients? Ouais. Ma deuxième question, pardon, qui se rapproche de la première, c'est du coup, est-ce que dans le temps, parce que j'imagine que du coup, dans le temps, vous les avez mieux évalués, est-ce que vous avez vu une différence et une amélioration, une diminution du nombre de décès? Alors, concernant le bilan préopératoire, initialement, j'ai retiré de l'analyse, on va dire, peut-être une petite dizaine de patients qui correspondaient à une communication entre le service de neuro et le service de transplantation hépatique isolé. C'est-à-dire qu'au départ, les neurologues référaient aux transplanteurs et puis ça se passait ou ça se passait un peu moins bien. Et après, il y a eu
un triptyque qui a été mis en place. Et donc, voilà, à partir de 94, on va dire, il y a vraiment une évaluation cardiaque complète dans la mesure des possibilités du service de cardiologie à l'époque qui a été réalisée. Et donc, ils ont tous eu des échographies cardiaques. Et pendant quasiment une quinzaine d'années, ils ont eu aussi systématiquement une exploration électrophysiologique, voire un pacemaker en préimplantation. Ils ont eu systématiquement aussi un cathé droit avec épreuve de remplissage. Donc, ils ont vraiment eu, de manière monocentrique, une exploration qui a été... Et c'est pour ça aussi qu'il y avait ce grand tableau avec l'ensemble des variables de Cox univariées. Donc, on a quand même eu des évaluations qui étaient assez standardisées et assez approfondies. Ce qui nous manque dans les outils un peu modernes de l'évaluation de l'amylose actuelle, c'est l'IRM. Très clairement, l'IRM est arrivé après. Ce qui nous manque aussi, c'est les biomarqueurs. Et pendant très longtemps, sur Beckler, on est resté avec les anciens francs, c'est-à-dire qu'on a eu du BNP. Bon, après, il y a eu le NT-Pro. Enfin, voilà. Donc, les biomarqueurs ne sont pas arrivés tout de suite. L'IRM n'est pas arrivé tout de suite. La médecine nucléaire, avec l'évaluation claire de la dysautonomie, n'est pas arrivée tout de suite. Et puis, il y a eu aussi des trous dans l'évaluation sur des problèmes financiers. Il y a eu un moment où on n'avait plus accès à la scintille à la MIBG, par exemple, qui nous permettait d'évaluer la dysautonomie. Donc voilà. Mais bon, ils ont quand même eu des vrais bilans assez lourds. Et la deuxième question, ça correspondait... Est-ce que tu as vu une amélioration ? Et oui... alors, on a vu une amélioration dans le sens... Alors, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de patients qu'on récusait pour la transplantation hépatique. Alors, c'est vrai que ça améliore la survie des transplantés, quelque part, parce qu'il y a un certain nombre de patients qui ne sont plus transplantés du tout. Mais si on reprend la cohorte des patients qui sont pris en charge pour amylose à transthyrétine, c'est des patients qui, de toute façon, étaient graves. Et c'est des patients pour lesquels on a progressivement développé les doubles greffes, quoi. J'ai une petite question, juste, je ne vous avais pas précisé. C'était des greffes hépatiques seules ou il y avait des greffes combinées rein-foie ? Alors, on a éliminé les greffes combinées, donc les greffes cœur-foie et les greffes rein-foie, enfin tous les... Donc, c'est vraiment des greffes hépatiques isolées. Et ma deuxième question, votre papier a été publié, je vous en félicite, et donc j'imagine que les reviewers n'ont pas posé la question. C'est vrai que vous vous comparez avec le registre européen global des greffes hépatiques et vous montrez qu'il n'y a pas de différence significative en termes de survie. On serait quand même intéressé de voir, peut-être ça peut faire l'objet d'une autre étude, d'apparier votre groupe greffé hépatique avec un groupe témoin apparié pour l'âge, le sexe, l'année de la greffe, pour voir si, effectivement, avec des patients à peu près avec un suivi équivalent et de même âge, si on a la même survie. Et puis la question aussi qu'on se pose, et peut-être un autre groupe contrôle, ça serait intéressant, ça serait les patients qui n'ont pas été greffés hépatiques, pouvoir comparer le devenir de ces patients, même si ça se fait sur des critères, il y a sûrement un biais parce qu'on doit sélectionner peut-être les moins graves pour leur donner accès à les moins graves, on s'entend, parce qu'on les juge quand même suffisamment graves pour leur proposer la greffe hépatique, mais ça serait intéressant de comparer un groupe de patients transplantés hépatiques pour une amylose TTR versus des patients qui n'ont pas été greffés, et là encore, essayer de les apparier à l'âge. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Concernant l'appariement avec des greffés hépatiques pour d'autres causes, c'est sûr que ça doit être très dépendant de la cause aussi. C'est-à-dire que ils sont très malades aussi, oui. C'est-à-dire que voilà, dans les patients qui sont référés pour une greffe hépatique, il y a malades et malades, je pense. Et puis, c'est vrai que concernant l'appariement avec des gens qui n'auraient pas été greffés, le problème, c'est qu'à un moment, on a une prise en charge qui est assez homogène pour tous les patients qui arrivent. Donc, tous les patients qui ont le même profil de risque, ils sont à peu près tous dirigés de la même manière sur le plan thérapeutique. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'aurait plus la possibilité, je ne sais pas si on aurait la possibilité d'avoir accès à ce type-là d'informations même.